Ah non, c'est bon. Je sais, moi, j'avais pas mis. Allez, on recommence. Allez. Sur la même longueur d'onde. Ça va pas faire. Bonjour et bienvenue à la dernière émission de cette deuxième saison de Sur la même longueur d'onde, l'émission de radio du groupe d'entraide mutuelle pour les personnes neuroatypiques à Poitiers. On est super content de vous retrouver pour cette dernière émission. On est très nombreux et on a chaud. Donc c'est normal si vous entendez le ventilateur au micro. Eh ben il y a du monde aujourd'hui. Salut Pascal. Bonjour. Salut Corentin. Salut. Tu nous as préparé une belle chronique, je crois bien aujourd'hui. Ouais, je pense que ça va en plaire à plus d'un, je pense. Ah ouais, c'est hâte d'écouter ça. Ouais, Salut Jérôme. Hello, pêche. Avec des glaçons ou pas? Ah bah bien sûr. On a aussi Marine et Aude qui sont là. Bonjour. Et Koa, toujours Salut. à la technique. Et pour ta dernière mission, ça fait vraiment plaisir que tu sois encore là avec nous et qu'on profite ensemble. Ibrahima, tu es là aussi. Tu n'es pas autour de la table. Tu nous rejoindras pour la deuxième émission puisqu'on est très nombreux. Et on pense fort à Dorian et Aurélie qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour cette émission. Mais voilà. On est donc le vendredi, il fait chaud. Donc si vous nous entendez en direct sur YouTube, on est vendredi. Si vous nous entendez en différé sur Style FM, c'est qu'on est mercredi. On est donc sur la radio Style FM. Style FM, à Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. Et pour commencer cette émission, Aude, je crois que tu devais nous expliquer pourquoi est-ce que tu n'es pas là à la dernière émission. Oui, exactement. Je rapproche le micro parce que ça m'évitera de me pencher. Voilà. En fait, on va commencer d'abord parce que vous connaissez les vidéos autisme fait sa valise des semaines à l'avance. TDAH ouvre une valise 1 heure avant de partir, met des trucs à l'arrache. Autisme plus TDAH fait sa valise des semaines à l'avance et arrive à l'aéroport sans sa valise. Vous les connaissez ces vidéos? Eh ben, on va pouvoir faire autisme plus TDAH, prépare sa chronique 4 semaines à l'avance et la laisse à la maison. Alors, j'ai tout réécrit. Donc, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Bref, je devais vous parler de mon dernier week-end, du dernier week-end de mai où vous étiez à la radio. D'accord, félicitations, vous avez fait une super émission. Bienvenue à Pascal dans l'équipe, c'est chouette. Merci. C'est chouette. Et ben moi j'étais à Bordeaux parce que mon fils participait au national de robotique. Waouh, il est arrivé second. Il était super content. J'ai un vice-champion de France de robotique à la maison. On est super fiers. L'événement avait lieu à la foire internationale de Bordeaux. Waouh. On nous voit. Ah oui. Donc mon conjoint et moi, on est allés faire un tour, faire un bisou à notre fils et le voir sur le podium. On était très contents et on est allé faire un tour à la foire internationale de Bordeaux. J'y avais pas mis les pieds depuis des années, voire des décennies, et je me suis rappelé tout de suite pourquoi j'y allais plus dans ces événements. Je vais vous raconter. Alors, un après-midi, dans un hangar en métal, sous un soleil à 30 degrés. Une foule de gens qui va dans tous les sens sans dire pardon, en vous touchant, en vous bousculant, magnifique. Et des commerciaux qui vendent des jacuzzis, des caravanes, des camping-cars, des trucs que vous achetez sur un coup de tête à une foire de Bordeaux, bien sûr, et qui vous abordent gentiment, qui sont très gentils. Mais comment on fait pour leur dire non? On n'a pas... Voilà. Vous avez beau leur dire que vous n'avez pas l'intention d'acheter un jacuzzi ce week-end, c'est pas la peine d'insister, vous n'avez pas de jardin, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'habitez pas à Bordeaux, vous avez tous les arguments du monde, mais ils vous lâchent pas, ils vous trouvent toujours un truc. Au bout d'un quart d'heure, après chaque quart d'heure, vous passez un commercial, vous en avez un deuxième. Vous arrêtez pas, vous passez un après-midi comme ça, super. Alors, la technique de mon conjoint, c'est de ne pas répondre, de baisser la tête et de ne pas répondre. Pas facile pour moi, parce que pour moi, c'est mal poli. C'est hyper mal poli de faire ça. Donc, je prends sur moi, j'essaye, et puis je réponds pas. Jusqu'au moment où 4 commerciaux échangent entre eux derrière notre dos. Non, mais ils répondent même pas, c'est vachement mal poli, dis donc. Alors là, je suis partie. Non, mais vous faites pip, on vous répond, vous nous lâchez même pas, vous répond pas, ça va pas, vous faites pip. Enfin, vous m'auriez vu au milieu de la foire de Bordeaux.
Mon conjoint savait même pas où se foutre, franchement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé un super week-end et que j'aurais préféré rester avec vous. Voilà, donc et puis je vous recommande les week-ends romantiques à s'engueuler aux foires internationales. N'hésitez surtout pas. Ah. Merci, on prend note pour l'année prochaine si on a envie de ne pas passer un bon moment, hormis la fierté pour ton fils. Ah ouais. Merci beaucoup, merci Aude d'avoir lancé cette émission avec beaucoup d'énergie, ça fait vraiment plaisir. Et on enchaîne tout de suite avec la première partie de notre table ronde. Hey, salut, ça tombe bien, je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. C'est la foire dans les jingles aussi. Désolé, je les ai inversés, je sais pas pourquoi, c'est la chaleur. C'est ok. Donc la table ovale, c'est un moment de discussion que vous souhaitiez avoir à chaque émission pour échanger sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on est donc en canicule et vous aviez envie d'échanger sur comment est-ce que vous vivez cette canicule. Mal. Très mal. Moi, je transpire, voilà, c'est ma façon de réagir. Mais oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors, je vais peut-être commencer. Moi, j'ai la chance de travailler dans un espace climatisé. Donc, j'ai juste les 40 minutes de voiture sans clim tous les matins où je fais ce que je peux. Et en plus, je viens d'apprendre que je prends un médicament qui augmente la transpiration. Donc, c'est vraiment pas super. Alors, ça sent pas mauvais. Mais effectivement, j'ai passé les 2 jours là très très chaud, mardi, mercredi. J'étais couvert de sueur. Donc, j'arrive chez moi. Premier réflexe, je prends une douche. Je mets mes vêtements à la machine en 15 minutes et je les remets le lendemain matin. Et parce que j'ai qu'une tenue qui me permet de travailler et d'être à l'aise à chaud. Et puis j'ai découvert le gel d'aloe vera. Quand vous le mettez, ça fait frais, ça fait des petits frissons. Voilà, c'est ma petite astuce, mais j'ai pas plus que vous. Et toi, Marine ? Alors, déjà, ça marche avec de l'aloe vera tout court. Voilà, c'est petite parenthèse, ça coûte moins cher. Achetez la plante, mettez directement l'aloe vera. Non, moi, je voulais rebondir effectivement sur un petit peu la surcharge sensorielle que ça cause, puisque tu nous parlais de la transpiration, par exemple. Donc effectivement, nous, en tant que personnes autistes, on va avoir notre cerveau qui va faire un peu moins le tri des informations que la moyenne. Et du coup, on va avoir ce problème de, ok, la sensation, on la sent constamment, on sent l'air qui passe dessus, on sent aussi le fait qu'elle bloque sur nos vêtements et que nos vêtements, du coup, ils bougent plus comme d'habitude. On va avoir tout un tas de désagréments comme ça dont on va pas du tout pouvoir faire le tri et qui vont être très, très vite envahissants. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, Marine, parce que par rapport aux personnes classiques, effectivement, le problème n'est pas forcément sur la chaleur en elle-même, ni les désagréments qu'elle pose. Là, tu parlais d'hypersensorialité. La problématique se pose aussi pour l'hyposensorialité, et notamment sur, comment on appelle ça déjà, le sens thermorégulation, je peux pas. Thermoception, c'est ça. Et l'hyposensorialité sur la thermoception empêche d'avoir les réflexes, notamment pour se mettre à l'abri, et donc de s'exposer, de ne pas comprendre pourquoi là une fatigabilité plus intense est présente que d'habitude. Et pareil pour s'hydrater, pour avoir tous ces réflexes-là en rapport avec ce rapport-là à la thermoception. En fait, c'est quoi quand tu es hyposensible à la thermoception? Concrètement, ça veut dire que tu sens pas la chaleur? Excuse-moi, Corentin, mais il me semble, moi, je ferai le distinguo, alors je ne sais pas si je me trompe, entre la thermoception et la thermorégulation. Il me semblait, mais je me trompe peut-être, que la thermoception, c'était une insensibilité à la douleur, hein, ou non? Non, thermo, c'est nociception pour la douleur. D'accord, je confonds. Thermoception, c'est pour la chaleur, le frais. Ok. La Je température. t'avais dit que j'étais fatigué, que j'allais dire des conneries aujourd'hui. De toute façon, ça c'était clair. C'est checké. Mais la différence avec la thermorégulation, alors? La thermorégulation, c'est biologique. C'est ton corps qui va se mettre en place des mécanismes pour réguler son corps à l'intérieur. Donc, c'est pas la même chose. Tu peux ne pas ressentir la chaleur, mais ton corps fait ce qu'il faut pour rester à 37 degrés.
Alors que la thermoception, c'est la perception de la température. C'est donc un traitement d'un signal sensoriel par ton cerveau. Moi, en général, et on le dit souvent, la plupart du temps, pas trop sensible aux températures. C'est-à-dire que je peux m'habiller avec un anorak alors qu'il fait 25 degrés. Ouais, mais t'es breton, c'est pour ça. Et aller chercher mon courrier en plein hiver à moins 5 degrés en t-shirt. Eh bien, je ne ressens pas de différence. Alors, Eh ben, félicitations. Tu Tu es hyposensible. tu es hyposensible. c'est quoi? C'est plus de la thermoception ou de la thermorégulation du coup? C'est la ception. Thermoception, d'accord. Régulation, Ok. c'est le mécanisme. Effectivement, c'est aussi parce que je suis breton. Voilà. Alors, moi, c'est un peu particulier, c'est que je suis très sensible à la chaleur. Mais alors vraiment juste le froid, ça va. J'avais pas de problème avec le froid. La chaleur, par contre, dès qu'il fait plus de 20 degrés, voilà, c'est compliqué pour moi. Et plus la chaleur monte, plus c'est difficile. Et ça peut me rendre malade même, d'ailleurs. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Koa. Ça, c'est plutôt la thermorégulation. Du coup, on en parlait un petit peu sur ta question, Jérôme. Ouais, les deux, hein. Et c'est ce qui peut freiner, par exemple, le fait de redescendre en température également. Devenir, par exemple, tout rouge, accélérer sa circulation sanguine. Et même après, par exemple, un effort ou de forte chaleur, ben, 1 heure après, même si tu es dans le froid, ben, tu es tout rouge comme si tu avais fait une insolation, par exemple. Ça, c'est la thermorégulation. D'accord. Et ça peut être compliqué pour les personnes qui peuvent prendre des médicaments, par exemple, pour le cœur ou les choses comme ça, où ça flingue un peu, ben, du coup, ce réflexe du corps et rendre malade, comme tu dis, Koa, sur ben, le corps qui s'enflamme, littéralement, qui s'emballe, les systèmes se mettent en alerte, on va dire, et puis on a beau transpirer, ça refroidit pas, on a beau se mettre au frais, ça refroidit pas, et on a l'impression de faire un footing. C'est vrai que c'est un peu paradoxal pour moi parce que c'est vrai qu'en général, je ne suis pas trop sensible à la Thermorégulation. à la température, mais là, effectivement, là, je souffre le martyre depuis une semaine, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est à partir d'un certain stade que ça devient impactant Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de thermorégulation. Il y a aussi l'aspect de ne pas trop bien percevoir les signaux nociceptifs aussi également, puisque avant un coup de chaleur, il n'est pas censé y avoir que la sensation de chaud, il est censé y avoir les vertiges, donc là qui sont liés plutôt au vestibule. Il est censé y avoir des nausées. Des maux de tête et tout ça, si en plus de ça on est un petit peu hyposensible à tous ces signaux-là, bah du coup on va pas voir le coup de chaud arriver. Donc forcément là on arrive tout de suite dans le mal parce qu'on n'a pas pu traiter l'information avant. Là où d'autres personnes hypersensibles seraient dans l'autre sens, au moindre petit signal vont pouvoir se protéger et se dire ok c'est trop, mais du coup ça va être envahissant. On est sur les deux extrêmes. Et un exemple très concret de ça, de ce que tu dis, Marine, tout à l'heure, un adhérent s'est levé autour de la table en disant voilà, j'ai un coup de chaud, faut que j'aille boire et me reposer un petit peu. Et pour la plupart d'entre nous, ça, ce réflexe-là, on l'a pas du tout. On va vraiment aller jusqu'au bout que ce que notre corps peut atteindre sans boire, sans se reposer, sans quoi. Et on s'en rendra même pas compte, en fait. Ça sera soit 1, soit 0, et il y aura pas d'entre-deux et de ressenti entre deux, quoi. C'est très dangereux en vrai. Mais tout espoir n'est pas perdu, puisque même si on n'a pas accès à ces informations, il existe des alternatives qu'on peut trouver chez nous-mêmes qui permettent de nous dire ok là ça veut dire quand j'ai ce comportement-là qu'il y a cette chose-là. Là je l'ai pas pour la température parce que je l'ai pas expérimenté moi-même, mais par exemple pour la fatigue, parce que moi je me réveille fatiguée, bon bah du coup je me suis dit ok quand mon corps est plus tendu ou quand je vais bailler 17 fois dans l'heure, ça veut dire que ça veut dire ça. On pourrait trouver aussi des alternatives pour le problème de la chaleur. Il faut le conscientiser autrement. Et comment vous faites pour trouver des stratégies pour penser à boire si, en effet, il y a pas cette sensation de soif qui arrive? Ouais. Bah, moi, je fais comme Marine. J'ai toujours une gourde avec moi au travail. C'est vraiment la solution pour boire. Et plus la gourde est grosse, moins on l'oublie. Ouais. Moi, personnellement, je me suis vraiment forcé à boire régulièrement. En fait, j'étais au travail et voilà, j'ai une bouteille d'eau et puis je bois de manière régulière. Un réflexe, en fait. J'avais un truc à dire, mais je me souviens plus ce que c'était. J'ai vu des adhérents qui avaient des bouteilles aussi avec des heures de noter dessus. Ouais. Qui fait que sur la journée, il y a en fait cette obligation de boire les 1,5 litre parce qu'il faut qu'à 10 heures, il y ait ça de bu et ainsi de suite. Et on peut essayer de mettre du ludique aussi. Moi, je sais que j'adore les pailles, ça m'aide à boire. On peut trouver des stratégies ludiques pour que ça nous aide.
Ok, merci à tous d'avoir participé. Alors, si j'ai bien compris, les personnes avec TSA ont des particularités sensorielles qui fait que le cerveau interprète pas forcément les signaux de la chaleur et que donc les personnes TSA avec un trouble du spectre de l'autisme peuvent être des personnes plus vulnérables en temps de chaleur et donc pensons tous bien à protéger nos proches et notamment les personnes TSA. Merci, on se retrouve sur la deuxième partie de l'émission pour continuer cette discussion. Et maintenant, nous avons 2 chroniques qui vont se suivre. C'est le moment des intérêts spécifiques des adhérents. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non, j'ai intérêt à te donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce? Yes! Parle-nous de ton intérêt spécifique. Et on commence directement avec la chronique de Corentin. Merci. Nous voici de retour. Oh, c'est bien, ma voix suave. Ouais, je vais... Bah non, ça va être dur à couper ça. On est de retour sur le plateau de Sur la même longueur d'onde après cette toute petite coupure. C'est beaucoup plus faible que la coupure du match de l'équipe de France de cette semaine. Je tiens à le signaler. Et on était parti pour écouter donc la chronique de Corentin. Alors, juste une petite minute. Mais dans une petite minute. Voilà. J'ai écrit le texte qui va suivre lors d'un atelier d'écriture au GEM TSA 86. Après 4 mois où je l'ai mis de côté pour me consacrer à l'écriture de d'autres textes et musiques, j'ai décidé de le reprendre et de le terminer de la plus belle des manières. Ce texte est un petit bout de moi que je vous livre et qui m'était trop difficile émotionnellement de lire ou réciter en direct. Mais il m'était capital de vous le présenter dans ce chouette projet qu'est l'émission Sur la même longueur d'onde. Ce texte est le témoignage d'un concept que l'on a évoqué lors de précédentes émissions de radio, le masking. Un processus qui, pour beaucoup de personnes TSA et TND, permet de jouer le jeu de la société un certain temps. Avoir un travail, une vie amicale, familiale et sociale plus ou moins stable, mais au prix d'un petit bout de soi, de sa santé mentale et physique, et de sa vie. J'évoque dans ce texte, à travers lequel je sais que beaucoup se reconnaîtront, à quel point il peut être difficile de fuir le masking quand il est pratiqué depuis sa plus tendre enfance. Mais trêve de blabla, j'évoquerai tout le détail de tout cela dans le texte qui s'intitule « Au bal masqué, on est, on est ». Je dédie ce texte au jour où mon visage a cessé de m'appartenir. Subitement, alors que ma musique débordait de moi depuis le premier jour, un étranger m'a tendu un masque. Il semblait presque dépité de le faire. C'était un acte de conformisme bien plus que de compassion. Un radical bien commun pour un geste qui me sortait si soudainement de l'ordinaire. Fébrile, je n'ai pas compris le sens de ce geste. C'est d'ailleurs à l'envers que je le porta pour la première fois, sous les yeux irrités de cet accessoiriste autoproclamé. Sans même m'expliquer le prologue de son premier acte, venait-elle de m'imposer une nouvelle identité ? J'en ai ri, tout d'abord du moins. Ce masque me permettait de jouer de moi-même et de repousser mes limites. Acclamé par une foule nageant en plein délire sans maillot de bain, je me crus d'abord un talent d'acteur né. Mais du nez, je n'avais que celui de Pinocchio pour me mentir de la sorte. Ce que les gens appréciaient, ce n'était pas mon génie sur scène, mais l'énergie que je mettais à pousser les portes de leur bal masqué. Acte 1. Dans le théâtre de la vie, nous ne pouvons pas faire semblant. Alors, pour la première fois, je retournai dans ma loge. J'arrachai ce masque qui semblait déjà vouloir coller à ma peau et je m'efforçai de me reconnaître dans le miroir. Un miroir familial fêlé dont la poussière n'avait jamais été faite. Les néons grésillants de l'école m'empêchaient d'en distinguer les détails, mais mon cœur de clown me montrait ce que je devais voir. La passion, la joie, l'amour peut-être ? Eh bien non. Je voyais au fond de moi la musique, la vie. Sans artifice, sans maquillage, sans nez rouge. Je voyais la curiosité, peu importe où la placer, le chant de mes stéréotypies et un regard sur le monde amplifié et rythmé par l'envie d'y retrouver d'autres couleurs que celles de ce foutu masque. Mais l'heure tournait déjà. L'acte 2 allait commencer.
Je me tus quand mon accessoiriste toqua à la porte pour me déloger de mon univers, qui ne tenait alors plus que dans cette petite pièce. Le rideau se lève. Le masque semble de plus en plus facile à porter. Et rien. Le public était vide. De sens, bon, comme toujours, mais cette fois d'énergie aussi. La même scène ne fonctionnait donc pas 2 fois sur le même public. Je fis mon numéro jusqu'au bout, comme toujours, et je compris enfin le titre du second acte. Acte 2, grandir n'est pas un jeu. Quelle ironie cynique. On attendait de moi que je me prête à leur jeu tout en cessant de jouer. Qui était l'arbitre de cette connerie ? Celui qui a créé le théâtre ? L'accessoiriste ? Le public ? Ou peut-être celui qui accepte de porter le masque au final ? Ici, pas de droit à l'erreur. Chaque note à leurs oreilles sonne faux. Pas le temps de s'écouter, de s'amuser. Il faut être sérieux, mais sourire. Il faut être doué et humble. Il faut être calculé et improvisé. Le rideau retombe dans un silence de plomb. Une énième fois, le numéro a échoué. Le public n'applaudit plus. Il tolère. Je pensais que l'acte 2 se jouait encore, mais le 3e venait de commencer sans que je le sache. Acte 3, le vernis qui craque. Je me réfugie dans ma loge, épuisé, vidé de cette énergie factice que je dois puiser au plus profond de mes muscles et de ma chair pour satisfaire leur comédie. La porte se ferme et le masque tombe, enfin, sur la table de maquillage. Seul. Enfin, ma mélodie préférée se joue à nouveau dans mes oreilles. La mienne. Libéré du poids de la porcelaine, mon corps reprend ses droits. Mes mains se remettent à s'agiter devant mes yeux, un battement d'ailes symphonique, un va-et-vient rassurant pour évacuer ce trop-plein de ce monde dénué d'envolées lyriques. Je balance mon buste d'avant en arrière pour me donner le tempo, ancré dans mes stéréotypies salvatrices, retrouvant mon propre rythme, ma propre musique. Mes mots sortent sans filtre, à voix haute, naïf et pur, lavé de toute l'ironie qu'on m'impose dehors. Je redessine les couleurs des murs avec mes doigts. Je suis moi, totalement, trop sans doute. Après tout, c'est à ça que servent les loges, non ? Un craquement sec. La porte s'est ouverte sans frapper, écrasant ma douce mélodie. L'accessoiriste est là, accompagné du directeur de la troupe. Leurs regards se plantent dans mon intimité comme des projecteurs trop crus. Surpris puis le dégoût. Pour eux, le spectacle de ma vérité est une anomalie, une fausse note dans leur partition bien huilée. Alors, ils entrent en scène sans mon accord pour une répétition forcée. Le directeur s'approche, sa voix est un vrai couperet. Il faut le redresser, le costume ne va plus. L'accessoiriste s'active. Le texte se brouille sous les coups d'une mise en conformité improvisée, à l'abri des regards détournés, mais conscients. On me saisit le menton pour étouffer mes mouvements. On me somme de me figer, de briser ce balancement qui les dérange. Leurs mots sont des épingles que l'on enfonce dans ma chair pour ajuster le tissu. Leurs gestes sont de violents coups de brosse pour lisser ce qui dépasse. C'est un viol de l'âme, un polissage forcé sous prétexte de me corriger. On me rudoie le cœur pour que j'entre dans le moule, on me tord l'esprit pour étouffer ma naïveté qu'ils nomment comme idiotie. Quand ils ressortent, me laissant pantelant sur le sol de ce qu'il reste de ma loge, mon univers est en pièces. Être soi est un crime de lèse-majesté dans leur théâtre. Je me relève, le souffle court, les larmes lavant la poussière de mon visage. Mon corps tremble encore de leur correction invisible mais si profonde. Je regarde le masque de porcelaine posé sur la table, ce visage neutre, figé, ce sourire factice qu'ils chérissent tant. C'est donc cela le prix de la tranquillité ? C'est ma vérité qui m'attire leur foudre ? Alors, d'un geste lent et déterminé,
Je saisis le tube de colle forte, celle qui sert à fixer les décors pour qu'ils résistent aux tempêtes. J'en étale une couche épaisse, irréversible, sur les bords intérieurs du masque. Je le lève face à mon visage, je regarde mes yeux une dernière fois dans le miroir familial adoubeur de l'existence. Je plaque la céramique contre ma peau. La colle prend instantanément. Elle brûle. Elle fusionne avec ma chair, scellant mes lèvres dans leur rictus éternel, emprisonnant mes expressions, mes stéréotypies et ma naïveté derrière ce rempart inflexible que je porte encore aujourd'hui. Désormais, la douleur restera derrière. Ils n'auront plus jamais accès à ce qui palpite en moi. Ils voulaient un acteur. Ils l'auront, la plus jolie des statues. Le rideau peut alors se lever pour le dernier acte de ma vie. Acte 4, on ne te demande pas de réfléchir. Je suis prêt et je ne ressentirai plus rien. Je ne me rappellerai plus de qui j'étais. Le rideau se lève sur mon chef-d'œuvre de soumission. Le masque fait désormais corps avec mon squelette. Derrière ce sourire de cire scellé à ma chair, mes mouvements désordonnés se sont tus, remplacés par la chorégraphie mécanique et docile qu'ils exigeaient. La troupe m'applaudit enfin, célébrant ce pantin parfait, ce miroir flatteur qu'ils ont si sauvagement sculpté à leur propre image. Je ne parle plus sans filtre, je récite. Je ne vacille plus, je pivote sur un piédestal invisible. Pourtant, sous le vernis impeccable de ce triomphe conformiste, je sens chaque fissure de mon être grincer sous le poids de leur costume. Je suis devenu une porcelaine d'une délicatesse effrayante, un automate déserté qui obéit au doigt et à l'œil pour ne plus jamais être brisé. Mais au moindre applaudissement trop violent, à la moindre secousse du décor, je sens que ce moi factice menace de voler en éclats. Je suis l'acteur idéal, docile et impeccable, mais dont une seule de mes larmes prisonnières suffirait à me dissoudre. Épilogue, l'écho de la partition perdue. Aujourd'hui, le théâtre s'est tu, mais la pièce continue. Le masque est toujours là, fusionné à mes traits, si lourd et si naturel à la fois. Si l'on me demandait de dessiner mon véritable visage, mes mains ne dessineraient qu'un grand vide. Je ne me rappelle plus qui j'étais avant la cire et la colle. Récemment, un œil bienveillant s'est penché sur mes fêlures et m'a glissé ce conseil terrifiant. Il me dit, pour comprendre pourquoi tu t'étouffes aujourd'hui dans ton jeu, il faut poser le masque. Poser le masque. Quelle effroyable consigne. Comment détacher ce qui nous protège sans arracher sa peau? Comment leur expliquer que ce jeu d'acteur devenu si difficile, si épuisant, n'est que le résultat d'un scénario que je n'ai jamais écrit? Pourtant, au milieu de ce désert identitaire, une anomalie persiste. Cette musique. Dès que mes yeux se ferment, une mélodie s'élève et le masque semble s'alléger. Là où la comédie sociale me demande un effort surhumain, les notes, elles, coulent sans filtre, fluides et évidentes, comme le rappel de la destinée à laquelle j'étais promis avant que l'on me civilise de force. La musique est le seul langage où mes stéréotypies deviennent un rythme et ma naïveté une symphonie. À vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui feignez d'entrer dans ce moule pour ne plus subir la foudre, entendez ma prière. Quittez ce grand théâtre de dupes. Fuyez la scène et détachez-vous des mains crochues de ces metteurs en scène autoproclamés qui veulent réécrire votre nature. N'attendez pas que le masque devienne votre peau.
Rejoignez votre loge, ce refuge intime où se cache votre véritable partition. Car c'est là, et nulle part ailleurs, que vous êtes profondément doué pour être qui vous êtes. La vie est une musique, pas un théâtre. Composez la partition de votre cœur tant qu'il bat encore au rythme du vôtre. Eh bien, on est de retour en direct. Merci beaucoup, Corentin, d'avoir travaillé tout ça, que le texte est formidable, la lecture aussi, tout le montage est très bon. C'est très beau. Bravo. Merci à toi. Bravo. On a un temps de nouvelles productions au GEM. Alors, on vient d'entendre ce qu'a fait Corentin. On s'est aussi mis à faire du grand reportage au GEM. Voilà, on a des nouvelles équipes, des moyens de production hors normes. Ce qui nous a emmené alors presque le sud de Vienne. Moi, je vois ça tout au sud, mais qui nous a emmené jusqu'à Romagne. C'est donc la chronique de Marine. Marine, on est allé donc en sortie au GEM auprès d'ici. Et donc avec les adhérents le mois dernier, c'était au mois de mai, on a déjà fait 3 fois ça. Et ce qui était remarquable là-bas, c'était toute la présentation que tu as fait toi de tes chevaux. Donc dans l'accueil que tu fais des adhérents, il y a plein de phases un peu différentes et il y a vraiment une phase qui te tient à cœur, c'est d'exprimer qui sont les chevaux avec qui ils vont être en contact. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui ils sont et pourquoi c'est important pour toi de faire ça? Eh ben oui, tout à fait. Donc pour pouvoir que vous compreniez un petit peu pourquoi ça a de l'importance pour moi de parler de nos chevaux résidents, faut savoir que l'association a été créée dans le but de sensibiliser au bien-être animal et pour ça, qui de mieux pour parler de la maltraitance que des animaux qui ont eu des passifs de vie compliqués. Donc dans notre association, on a une dizaine d'équidés qui ont tous des vécus très différents et certains ont vécu de la maltraitance comme vous l'imaginez avec de la violence physique et d'autres des maltraitances banalisées dont elles n'ont pas toujours été conscientisées par leurs anciens propriétaires. Donc je vais vous parler premièrement de Vals, qui a été quand même la fondatrice un peu de tout ça, qui est une jument que j'ai récupérée il y a plus d'une dizaine d'années. C'est une jument qui sortait des courses et comme beaucoup de chevaux dans le monde des courses, elle a subi beaucoup de maltraitance. Elle a eu le bassin fracturé, parce qu'elle est tombée avec le sulky, elle s'est tapée les brancards dans le bassin. Elle a reçu beaucoup de coups et voilà, elle a été beaucoup cassée. Et malgré ça, 10 ans après, avec toute la remise en confiance possible et imaginable avec elle, ça reste un cheval très sensible qui peut à tout moment revriller. Donc elle n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais à côté de ça, elle a un cœur énorme, donc elle est quand même très intéressante pour plein de choses. Je pourrais vous parler aussi de Uni, qui est une jument de trait que j'ai été chercher assez loin, qui était assez âgée. Elle n'a pas été battue, mais voilà, elle a été achetée pour le plaisir de son propriétaire qui finalement s'en est lassé et l'a laissée dans un pré mijoter pendant une dizaine d'années. Voilà. Toute seule. Toute seule, voilà. Donc je l'ai récupérée, elle était hyper contente de voir du monde, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la jument la plus mignonne et douce qu'on puisse imaginer. Je peux vous parler aussi de 2 jeunes chevaux qu'on avait récupérés et qui, eux, ont été récupérés suite à la saisie d'un gros élevage, qui du coup auraient dû partir au couteau comme tous les membres de leur famille, mais qui étaient trop jeunes pour ça. Donc ils ont été sevrés trop tôt, donc ils ont manqué de choses vitales pour leur développement. Et en plus de ça, les personnes qui les ont récupérés ont voulu être bienveillants, ils les ont sauvés, entre guillemets, sauf qu'ils n'ont pas eu les connaissances, ils n'ont pas été chercher les connaissances pour les avoir, ce qui fait qu'ils ont manqué de nourriture, ils ont manqué de bons soins, ils ont manqué d'être manipulés aussi, ce qui fait qu'ils étaient complètement sauvages et dangereux, parce qu'ils en étaient arrivés à se battre parce qu'il manquait de ressources, quoi. Mais les personnes étaient persuadées de bien faire, bien évidemment, hein. La base de la maltraitance, c'est la méconnaissance.
Voilà, après, je pourrais vous parler d'une autre jument qui a servi à faire de l'élevage, mais de l'élevage qui plus est intensif. Voilà, c'est une petite ponette qui vivait dans un petit jardin juste pour faire de l'argent dans le foyer et qui, du coup, était emmenée tous les ans à la saillie. Donc, elle était manipulée très, très peu, une fois par an pour l'emmener sous les talons, une fois par an pour lui voler son poulain. Donc, voilà, elle était terrorisée de l'humain. Elle avait eu des poulains alors qu'elle-même, elle était encore pouliche. Donc, sa croissance a été complètement cassée, sa santé est complètement cassée. Et aujourd'hui, elle peut plus que faire des choses avec des petits pois plumes, des jeunes enfants en découverte, parce que voilà, elle n'a pas le physique pour ça. Elle a été cassée trop jeune. Voilà, je pense que ça sert à rien de détailler toutes les vies. Tout ça, c'était pour dire que peu importe leur vécu, ils ont tous un témoignage à apporter. Et ce témoignage-là, il est une ressource hyper précieuse pour pouvoir sensibiliser aux gens. Parce qu'effectivement, moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps à sensibiliser des gens qui sont au courant, qui sont maltraitants, parce qu'il y en a plein. Mais je vais plutôt aller chercher ceux qui auraient voulu adopter sur un coup de tête et qui se disent non, mais moi, j'aime les chevaux, je vais prendre un cheval. Et ben, on va se servir de ces témoignages-là pour leur dire écoutez, prenez le temps de connaître les animaux que vous adoptez. D'ailleurs, c'est vrai pour les chevaux, mais c'est vrai pour n'importe quel animal. Parce que si vous voulez leur bien-être, la moindre des choses, c'est de les connaître. C'est beau parce que au GEM, il y a un peu cette démarche aussi de gens qui ont des parcours des fois un peu abîmés et qui vont servir aux autres. Et au final, toi, ce que tu proposes aux chevaux que tu recueilles, c'est de faire la même chose. Voilà. Et quand on les met ensemble, ça fait une belle réciprocité. Parfait. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage qui est formidable aussi. C'est une première partie riche en émotions et en... Non, mais c'est vrai, c'est émouvant. Enfin, moi, je suis... Non, voilà. Et donc, on va continuer maintenant par le 17e épisode de Neurorama, qui n'est pas fini. Hein. On est là à la fin de la 2e saison de l'émission de radio sur la même longueur d'onde, mais Neurorama continuera. Sûrement, probablement à la rentrée pour la 3e saison, si en effet le groupe d'entraide mutuelle choisit de continuer là-dedans. Ce qui risque de se passer, j'imagine. En tout cas, voilà, vous retrouverez Neurorama aussi à la rentrée. Donc, c'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Donc, c'est l'épisode 17. Neurorama. Un voyage dans un espace-temps où le présent a été passé et où le futur reste à venir. Neurorama. Un délire fugace au pays des songes où se confondent réel et imaginaire. Neurorama. Une plongée intérieure dans les limbes de ta conscience. Neurorama. Une odyssée intersidérale entre comique et cosmique. Bienvenue dans l'univers spirituel de Neurorama. Neurorama 2, dans une autre dimension. Dans un espace-temps impossible à déterminer depuis que j'ai pris une porte multidimensionnelle à travers la gueule, nous retrouvons nos héros préférés qui se sont lancés un passionnant défi dans ce monde pas encore assez subtil. Ils ont en effet l'intention d'installer Lucie dans toute la France avant d'envisager de le faire sur toute la planète Dire. Ils doivent en effet nettoyer l'espèce humaine, mais la tâche de neurotypie est considérable. Et ils ont beau frotter, ça ne part pas aussi facilement. Leur voyage a démarré en Bretagne, berceau de la consommation de boissons fermentées, et il doit se poursuivre aux 4 coins de l'Hexagone. Dans toute la France, quoi! Merde, Alexis! Malaise doué! Résumé de l'épisode précédent. Le professeur Nicolas Perger et son Boys and Girls Band ont entamé en Bretagne la mission de neuroreconfiguration de masse que la ministre de la Désinteraction sociale leur a confiée. Mais une opération de neuroreconfiguration à grande échelle, c'est tout sauf simple, surtout lorsqu'il manque des barreaux. Ils cherchent des solutions et ils tentent alors une séance d'hypnose collective dans un célèbre rassemblement musical. Oh yeah! Épisode 17. Et si Nikola Tesla avait raison?
Romain, comment pourrions-nous optimiser l'utilisation de Lucie? À ce rythme-là, nous en avons pour des années. Eh bien, on a bien vu que la solution serait de pouvoir traiter plusieurs cas en même temps. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que nous pourrions utiliser l'énergie libre pour cela. L'énergie libre? Je savais pas que l'énergie était en prison. Eh bien oui, mais non. Je te parle là des ondes scalaires, ou lumière cosmique, qui produisent de l'énergie libre. Ces ondes proviennent de la galaxie, et elles sont aussi vitales que notre air, notre eau, nos aliments, notre lumière solaire et nos antidépresseurs. Et comment ça fonctionne ça, les ondes scalaires? Alors, elles voyagent bien plus vite que la lumière, et peuvent produire de l'énergie ultra puissante si on parvient à les canaliser. Elles pourraient également révolutionner la médecine de demain, puisqu'elles se présentent sous forme de spirales, et qu'elles sont donc compatibles avec notre ADN. Oh, mais bien sûr, les ondes scalaires permettraient de travailler à distance comme les ondes électromagnétiques, mais sans la nocivité de celles-ci. Oh là là, c'est très malin mon pote, hein. Mais pourquoi pas plutôt l'énergie tellurique dans ce cas? Parce que les ondes scalaires sont bien plus puissantes que l'énergie tellurique, mon ami. L'énergie tellurique est également un courant électrique naturel qui traverse la croûte terrestre et qui nous traverse aussi car nous sommes nous-mêmes extrêmement sensibles aux vibrations cosmotelluriques. Elle nous vient du centre de la dire, alors que l'énergie libre ou énergie cosmique nous vient de l'espace. Et comme le disait le célèbre ingénieur Nikola Tesla, le fameux découvreur du courant alternatif, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et de vibration. C'est purement génial! Oui, c'est justement Nikola Tesla qui est le découvreur de l'énergie libre. Dans un premier temps, nous pourrions envisager de connecter en simultané plusieurs personnes au neuroreconfigurateur et ensuite, par un simple système de balayage des ondes, nous pourrions traiter des quartiers, voire même des villes entières en même temps. Oh là 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 là, mais c'est tout bonnement prodigieux. Tu en as déjà parlé au professeur? Non, pas encore Alexis. Cela ne sert à rien tant qu'on ne maîtrise pas le principe. Mais avec ton aide, nous allons pouvoir faire des progrès remarquables très rapidement. J'en suis persuadé. Avec plaisir, Romain. Tout cela est tellement passionnant. Les jours défilaient et emportaient avec eux les espoirs d'une réussite totale et rapide de « atypiquement vôtre ». Après une légitime effervescence provoquée par l'expérience d'hypnothérapie suggestive, l'euphorie est vite retombée et le professeur reprend alors conscience de l'immensité de la tâche. Oh, nom de Zeus, à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais. Nous traitons à peine 10 personnes par jour. 10 personnes, Alexis. Sachant que la population mondiale dépasse les 8 milliards d'individus, je te laisse faire le calcul du temps qu'il va nous falloir pour traiter toute la planète. Mon Dieu, que j'ai honte. Mais que j'ai honte. Je suis un raté, un moins que rien, un abruti puissance 1000, un idiot carré. Mais maman, qu'as-tu fait de moi? Oh là là, mais soyez pas si pessimiste, professeur. Nous avons quand même bien progressé avec l'hypnothérapie neuroconfigurative. Soyons réalistes, Alexis. Ce n'est pas à travers l'hypnothérapie suggestive que nous allons réussir notre mission. Ce n'est pas suffisant pour accélérer le processus comme il le faudrait réellement. Je suis un minable exponentiel, un zéro à l'infini. Mais ne vous mettez pas dans cet état, professeur. Romain et moi, nous avons peut-être la solution à vous proposer. Alexis, rends-toi utile, s'il te plaît. Va me chercher une corde et rappelle-moi comment on fait un bon nœud coulant. Une solution? Ai-je bien entendu? Oui, professeur. Romain et moi avons travaillé sur le principe de l'énergie libre de Nikola Tesla et nous avons réfléchi à son adaptation sur Lucie. En partant de ces travaux, nous avons reconstitué un générateur d'ondes scalaires et nous avons réussi à l'intégrer au programmateur de notre chère Lucie. Nikola Tesla, le génial découvreur du courant alternatif? Mais c'est génial! Tu es génial, Alexis, tu es un génie! Non, mais non, c'est moi le génie, ça peut pas être toi, mais ça... Ouais, bon, un génie, n'exagérons rien. Disons que j'ai le génie d'en côtoyer, hein. De génie. Tu te fous de ma gueule, là? Non, professeur, je vous assure que ça peut fonctionner. Ah mais je le sais que ça peut fonctionner puisque c'est moi le génie et que toi tu es mon disciple. Mais le fait d'y avoir pensé, c'est purement remarquable. Et ça ne te ressemble pas. Ah, c'est surtout Romain qui a eu l'idée. Ah, bah le voilà qui arrive justement. Peut-être, Alexis, mais tu m'as bien aidé. Sans toi, j'y serais arrivé quand même, mais j'aurais mis plus de temps. Ah, bon, ok.
Eh bien, on n'a qu'à dire que je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais que j'ai créé le concept de la bouilloire alors. La bouilloire, bien sûr. Arrêtez vos salamalek et venez-en au fait, nom de Zeus. Eh bien, c'est tout simple, professeur. Une fois le générateur d'ondes scalaires intégré dans les programmes de Lucie, il suffit de le lancer en même temps que le programme de neuroreconfiguration, et le tour est joué. Quel tour est joué? Soyez plus précis, mon ami. Eh bien, après avoir scanné les zones perturbées dans le cortex, Lucie lance le programme de stimulateur cérébrospinal qui permet de bien nettoyer le noyau synaptique. Ensuite, l'encéphaloscan, la fabuleuse machine mise au point par le professeur Tristepoer, nous permet de vérifier les évolutions. Il ne nous reste plus qu'à passer les tests au sujet pour réaliser qu'il est véritablement nettoyé de toute cette neurotypie. Merci, Alexis. Je sais comment le neuroreconfigurateur fonctionne. Je te rappelle que c'est moi qui l'ai conçu. Eh bien, les informations du programme sont transmises à distance aux patients équipés d'un récepteur. Ah, il faut un récepteur. Enfin, je me disais bien aussi, c'était trop beau pour être vrai. Ophélie, allez me chercher une corde. Oui, professeur. Bien, professeur. Tout de suite, professeur. Mais pourquoi faire, professeur? Mais ne vous mettez pas dans cet état, professeur. Soyez plus coulant. Ah, voilà que mon assistant débile se fout de ma gueule ouvertement. Cette fois-ci, je crois bien que c'est la fin de tout. Mais ne m'en voulez pas, professeur, mais vous verriez votre tête, là. Pour l'instant, oui. Il faut un récepteur, mais nous pourrons à plus ou moins court terme intégrer dans les programmes du générateur un code génétique qui permettra à Lucie de cibler les spécimens à traiter. C'est-à-dire tous les neurotypiques qui se retrouveront dans son rayon d'action. Et nous pourrons progressivement augmenter considérablement ce rayon d'action qui nous permettra de traiter des villes entières en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Eh bien oui, un peu comme un missile à tête chercheuse pour vulgariser un peu le principe. Un missile à tête chercheuse, mais sans le missile et sans la tête chercheuse. Cherchez l'erreur. Mais bien sûr, les ondes scalaires pourront alors se diriger sur des personnes cibles très précisément. C'est prodigieux. Vite, il me faut un arbre. Mais vous n'avez même pas de corde, professeur. Mais pas un arbre pour me pendre, imbécile. Un arbre pour l'honorer de ma joie de ne plus avoir envie de me pendre, justement. Ah oui, c'est trop bon. Nous n'en sommes qu'à l'étape expérimentale, professeur. Nous n'avons pas encore mis en pratique la nouvelle version de Lucie. Nous attendions de vous en parler avant, mais il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas. Alors au travail, les amis. L'humanité a besoin de nous. Oui, au travail. Mais demain, car il est déjà tard, et notre expédition lunaire à plus d'un titre déménage demain vers d'autres cieux. Direction Brocéliande, où ils vont pouvoir continuer leur quête divine. Pour cette dernière soirée en pays nantais, la professeure Nolwenn Larraine a préparé une petite réception à leur intention. Gwenaël s'est occupée du repas et il leur a également concocté une surprise. Ce ne serait pas des galettes par hasard? Mais comment vous avez deviné? Bah, tout. La région est maintenant équipée pour gérer elle-même l'opération Atypiquement Vôtre et une campagne de grande envergure est d'ailleurs prévue à cet effet au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix au mois de juillet. Ah, les Vieilles Charrues, je ne pouvais pas ne pas en parler. On s'attaquera ensuite au stade de foot et notamment le stade du Roudourou à Guingamp. Ah, le Roudourou, je ne pouvais pas ne pas en parler. Au-delà de l'hypnothérapie neuro-reconfigurative et de l'ambitieux projet des ondes scalaires, le nettoyage synaptique va bien évidemment continuer dans la cour du château des Ducs de Bretagne, comme au bon vieux temps de l'Inquisition, lorsque les neurotypiques catholiques nettoyaient les païens et les hérétiques de leur ignorance chrétienne à grands coups de « T'es mort ou je joue plus !» Il reste encore beaucoup à faire pour nos missionnaires de l'extrême. Mais ils ont le droit de souffler un peu également, n'est-ce pas? Eh bien, Prudence, si vous étiez un neuroreconfigurateur, je vous confierais avec plaisir mes synapses. Mon cher Romain, voici une étonnante méthode de fucking drag. C'est comme ça qu'on procède chez les scientifiques? Eh bien, j'en suis pas si sûr. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, en fait. Mais pourtant, en tant que scientifique, vous avez l'habitude de manipuler la matière, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas vraiment un scientifique, mais plutôt un technicien au service de la science. Je suis plus manuel qu'intellectuel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vois très bien, Romain. Manuel, ça me va très bien aussi. Pour manipuler la matière, il vaut mieux avoir des mains plutôt qu'un cerveau. Vous ne croyez pas?
Mais il faut faire attention quand même. Une femme, c'est très sensible et il faut la manipuler avec beaucoup de délicatesse. Sinon, elle vous explose à la gueule. Alors, Ophélie chérie, qu'as-tu pensé de ce petit séjour en Bretagne? Mais j'avais pas compris qu'on était en Bretagne. C'est pour ça que Gwenaël cuisinait des galettes bretonnes alors? Bah non, il en cuisine tout le temps où qu'il soit en fait. Ah oui, tant mieux. J'avais peur qu'on soit obligé de manger les spécialités des régions qu'on visite. Sérieux, j'aime pas trop les tripes à la mode de Caen ni la choucroute alsacienne d'ailleurs. Ah, ok. Mais il n'est pas prévu que nous allions en Alsace. Du coup, tu n'aimes pas les abats? Ah si, j'adore. Mamma mia, here we go again. My, how can I resist you? Ok, t'es un véritable jukebox, mon trésor nordique. Oui, mais moi, pas besoin de mettre des pièces dans la fente pour me faire chanter. Ma chère consoeur, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Je vous retourne le compliment, cher ami. Plus qu'un plaisir, ce fut un honneur de collaborer avec le grand chercheur que vous êtes. Grand, n'exagérons rien, 1m70 tout au plus. Homo aspergerus, grand par la taille, immense par le talon. Non, n'exagérons rien, je ne fais que servir la grande cause de l'autisme, notre marotte à tous. Bon allez, goûtez-moi ça. Ce sont des galettes saucisses que j'ai roulées et que j'ai ensuite coupées en tronçons et auxquelles j'ai rajouté un pic pour que ça tienne. Une bonne idée pour l'apéro, non? N'avez-vous jamais pensé à mettre de la moutarde sur la galette? Ça permettrait une meilleure tenue de l'ensemble et ce serait vachement plus goûteux en plus. Oh putain, mais c'est pas con ça. Malaise doué. Eh bien, je suis vraiment très content que vous soyez des nôtres pour vivre cette belle aventure, Prudence. Vous m'apportez un regain de motivation. C'est dingue! Moi aussi, je suis fucking excited de vivre tout ça avec vous. Je crois que si l'amour était un théorème, je me lancerais avec joie dans une thèse de mathématiques. Moi, je veux bien être votre sujet d'étude, Romain. Je serai avec plaisir l'inconnu de votre fucking equation. Ah, Ophélie, que c'est bon d'être avec toi. Tu remplis mon cœur de tant de bonheur. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Un cœur ne peut pas se remplir de bonheur. Oh, quoique, à l'amour, rien d'impossible. Oh non, moi, Alexis, à l'amour, rien d'impossible. Ça me rappelle un film d'espionnage que j'ai beaucoup aimé regarder quand j'étais plus jeune. Mission Cléopâtre. Oh, tu veux sûrement parler de Mission Impossible, ma douce ingénue? Mais non, Fripounet, pourquoi tu dis ça? Bon, chers amis, il est temps de passer à table afin de déguster les bonnes galettes de Gwenaël. Ouais, je vous ai préparé des galettes comme je sais que vous aimez bien ça, malaise doué. Et pour le dessert, j'ai confectionné des crêpes dentelles avec du coton bio. Mon cher Romain, vous avez fait montre de grandes capacités ces derniers jours. Je suis très impressionné. Que diriez-vous de rejoindre notre équipe à l'Institut à la fin de notre mission? Eh bien, professeur, je suis vraiment flatulé par cette proposition, mais je ne voudrais pas marcher sur les plates-bandes d'Alexis non plus. C'est un ami et... Pas de problème avec ça, très cher. Alexis vous adore et je l'ai vu à l'œuvre avec vous. Il est comme transfiguré en votre présence et il développe des capacités que je ne lui connaissais pas. Vous avez une très belle influence sur lui. À moins que ce ne soit les conséquences du love effect, professeur. Je dois vous avouer que je suis en train d'y goûter également en ce moment, et je peux vous affirmer que c'est très impressionnant. C'est comme l'énergie libre de Nikola Tesla, mais en plus puissant encore. On se sent pousser des ailes, et on serait presque capable de déplacer des montagnes. Homo love effectus, capable de déplacer des montagnes même à Carpates. Pensez-vous que l'amour soit assez puissant pour neuroreconfigurer la population d'Irienne? À l'amour, rien d'impossible. L'amour universel, bien sûr. Et si oui, pensez-vous que cela puisse déplacer des montagnes? Je n'espère pas, car sinon, bonjour le bordel. On va vouloir aller dans les Alpes, et on va se retrouver dans les Pyrénées, voire même dans l'Himalaya, selon l'intensité du truc. La capitale de la Bretagne va-t-elle se remettre du passage sur cette terre de la comète Sperger? Tout cela ne doit en tout cas pas détourner nos amis de leur but suprême, rendre cette belle planète d'Ir qui nous accueille encore plus atypique qu'elle ne l'est déjà. Et peut-être que si nous la respectons de plus en plus, elle continuera à nous le rendre centuple. La mission de Sperger ne serait-elle pas finalement de rendre à l'homme la beauté profonde qu'il a malheureusement perdue dans le reflet de son ego et qu'il pourra enfin retrouver dans le reflet du monde merveilleux qui l'entoure? C'était un message d'espoir de la Fondation Fire.
Le GEM TSA 86 Nacre-en-Ciel vous a présenté Neurorama 2 dans une autre dimension. Une récréation originale de Jérôme Brual. Avec Aurélie Gaillou dans le rôle du professeur Nicolas Sperger. Corentin Boucherie dans le rôle de Alexis Zoffred. Doriane de Barrois dans le rôle de Ophélie Printemps. Manuel Vaury dans le rôle de Gwenaël Le Floch. Romain Boulon dans le rôle de Romain Boulon. Tristan Hamon-Delaunay dans le rôle du professeur Wolfgang Lupescu. Marine Morel dans le rôle de Prudence Orsewell. Jérôme Brual dans le rôle du narrateur. Avec Lucie, le neuroreconfigurateur. Marine Morel dans le rôle de Nolwenn Larenne. Technique et montage, Romain Goulon. From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved.
On est donc de retour sur la deuxième partie de l'émission sur la même longueur d'onde. Ibrahima vient de nous rejoindre. Salut Ibrahima. Salut les petits clous, salut à tous. Je suis content de vous revoir et j'espère que la semaine dernière, la dernière fois qu'on s'est vu, ça vous a plu. J'ai un autre sujet qui va vous plaire encore plus que la dernière fois. Ah, formidable. Et avant ça, c'est toi, Koa, qui nous a préparé une chronique par rapport au bien-être animal pendant les canicules. Oui. Est-ce que tu pourras nous faire part de tout ton savoir et de toute ta bonté auprès de ces animaux? Bien sûr. Je suis là pour ça. Alors, ces derniers étés, les épisodes de forte chaleur se multiplient. Si nous souffrons déjà de la canicule, nos animaux aussi peuvent être en danger. Aujourd'hui, voyons comment les protéger lorsque le thermomètre grimpe. Contrairement aux humains, la plupart des animaux transpirent très peu. Les chiens, par exemple, régulent principalement leur température en haletant. Lorsque l'air devient trop chaud, ce mécanisme est parfois plus suffisant et l'animal peut subir des coups de chaleur. Les signes d'alerte sont assez faciles à reconnaître. Un halètement excessif, une fatigue inhabituelle, une salivation importante, des difficultés à se déplacer, voire des pertes d'équilibre. Dans les cas les plus graves, l'animal peut perdre connaissance. Il s'agit là d'une urgence vétérinaire. La première règle est simple, toujours laisser de l'eau fraîche à disposition. Il faut vérifier régulièrement les gamelles, car l'eau chauffe rapidement en plein été. Si possible, ne pas laisser les animaux dehors. Si ce n'est pas possible, il peut être utile alors de placer plusieurs points d'eau à l'ombre. L'ombre est essentielle. Chaque animal doit pouvoir se réfugier dans un endroit frais et ombragé aux heures les plus chaudes de la journée. Pour les chiens, les promenades doivent être adaptées. En période de canicule, mieux vaut sortir tôt le matin ou tard le soir. Le bitume peut devenir extrêmement brûlant et provoquer des blessures au coussinet. Une astuce simple consiste à poser la main quelques secondes au sol. Si c'est trop chaud pour vous, c'est que c'est trop chaud pour votre chien. Les chats se mettent naturellement à l'ombre, mais en cas de doute, vous pouvez les laisser sortir que la nuit. Vous pouvez aussi donner des sortes de glaces aux chiens ou aux chats avec du jus de viande, par exemple, mis au congélateur pour les aider à se rafraîchir, en plus de leur faire passer le temps. Il faut également rappeler une règle qui est simple en évidence, mais qui est malheureusement encore trop souvent ignorée. Ne jamais laisser les animaux seuls dans une voiture, même la fenêtre ouverte. La température dans les voitures peut grimper très rapidement et devenir mortelle en quelques minutes. Les animaux de compagnie ne sont pas les seuls concernés. Les animaux sauvages souffrent aussi des fortes chaleurs. Chacun peut les aider en laissant une coupelle d'eau dans le jardin, par exemple, ou sur un balcon ou dans une cour. Les oiseaux ou les hérissons ou encore les insectes pollinisateurs pourront s'hydrater. Pour les animaux d'élevage, les éleveurs normalement veillent à fournir de l'eau en abondance et des coins d'ombre. En tout cas, quoi qu'il en soit, chacun peut signaler aux autorités compétentes une situation une situation manifestement dangereuse ou un animal laissé sans protection au soleil. Enfin, gardons à l'esprit que certains animaux sont plus vulnérables que d'autres. Les animaux âgés, très jeunes, les races à museau aplati comme les bulldogs ou les carlins, ainsi que les animaux malades. Quelques gestes simples peuvent faire toute la différence et parfois sauver une vie. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et de vos animaux pendant cette période de forte chaleur. Bravo, merci beaucoup. Merci pour cette chronique et merci pour toute l'année à la fois de toutes ces chroniques qui à chaque fois visent à bien prendre soin des animaux. C'était formidable et puis merci pour toute cette technique. Puisque toi, donc, tu as un déménagement qui arrive et tu ne seras pas présent l'année prochaine. Donc, merci encore beaucoup. Je ne serai pas présent pour la saison 3. Mais merci à vous aussi. C'était un très chouette moment de passer avec vous à la radio. Vraiment, ça va me manquer. Et vraiment. Comme toi, tu vas nous manquer. J'espère. Ibrahima, oui. C'est ton moment. Que beaucoup attendent avec impatience, puisque aujourd'hui tu vas nous mettre en vie une expression qu'on entend souvent. C'est expression latine, oui. Ouais.
en latin, panem et circenses, qu'on peut traduire en français, du pain et des jeux. Comment vous dire, c'est le fait, l'idée comment l'État, spécialement dans l'Antiquité, l'État romain, pouvait assurer le contrôle social du peuple en lui assurant des distractions et en le nourrissant gratuitement, quoi. Je vais tout vous expliquer, vous allez parfaitement comprendre ce dont je vais vous parler. On est à ton écoute. Alors, du pain et des jeux. L'expression est tirée du vers 81 de la satire 10 du poète satirique latin Juvénal, qui lui donne un sens péjoratif. Elle dénonce le fait que ses compatriotes ne se préoccupent plus que de leur estomac et de leurs loisirs, du fait de la distribution de pain et l'organisation de jeux de cirque par les empereurs dans le but de s'attirer la bienveillance du peuple. Voilà ce qu'il dit. Ces Romains, si jaloux, si fiers, qui jadis commandaient aux rois et aux nations, et régnaient du Capitole aux deux bouts de la terre, esclaves maintenant de plaisir, corrupteurs, que leur faut-il? Du pain et les jeux du cirque. Les jeux du cirque, on lui dit, constituaient une partie intégrante de la culture romaine. Ils détournent l'attention du peuple des préoccupations politiques et constituent un outil de contrôle social. Au-delà d'être de simples distractions, ils renforcent aussi le culte de la personnalité des empereurs et la grandeur de Rome. La politique du panem et circenses, du pain et des jeux, a eu d'importantes conséquences sur la société romaine. Elle a permis de maintenir la paix sociale au sein d'une population hétéroclite, tout en masquant les inégalités sociales croissantes et les problèmes familiaux et politiques sous-jacents. Et finalement, du pain et des jeux, on entend ça souvent. Est-ce que toi, tu as des anecdotes, des faits historiques qui font référence à ça? Je peux citer le cas de Napoléon Ier qui, pour tranquilliser le peuple avant de partir en campagne en Russie, il y avait de fortes tensions entre l'Empire français et l'Empire russe, entre les deux empereurs Napoléon Ier et Alexandre Ier. La guerre allait éclater entre les deux empereurs pour, comment expliquer ça, pour endormir les craintes des Français sur cette guerre qui allait éclater. Il leur offrait pas des distractions comme les Romains, mais il y avait des feux d'artifice, des fêtes, partout dans l'Empire napoléonien, pour endormir les craintes des Français sur cette guerre qui allait éclater, quoi. À l'époque de Napoléon Ier, c'est un fait que je cite. Ok, et ça c'est donc quelque chose qui s'est passé en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'organisation du sport au XXe siècle? Eh bien, c'est un peu pareil. Je pense que les publicités à notre époque se sont beaucoup inspirées des Romains pour les sports de notre temps, surtout pour le foot en particulier. Je pense pour le foot et pour le loto, on a les pains et les jeux du cirque de notre époque. Il veut dire par là que le peuple, je dis pas qu'il est prêt à se soulever. On ne sait pas, peut-être qu'il peut se soulever, qu'il peut se mettre en grève, il peut manifester, contester, pour l'empêcher de trop réfléchir. Parce que comme disait Talleyrand, un homme politique, le ministre des Affaires étrangères Napoléon Ier, qu'est-ce qu'un mécontent après tout? C'est un pauvre qui réfléchit, quoi. Et pour l'État, pour empêcher que le peuple ne réfléchisse trop et conteste le pouvoir, il lui offre des distractions, quoi. Et les distractions, c'est le foot, c'est le rugby, c'est tous les sports que le peuple adore. Et il lui offre du pain. Vous pouvez gagner par exemple 10 millions, 20 millions, 100 millions d'euros à une super cagnotte. Et voilà, c'est l'exemple que je citais. Et c'est très flagrant et ça m'a vraiment. Je fais une relation entre ces distractions et cet argent qu'on distribue au peuple français et ce que faisaient les empereurs romains avec le peuple romain, quoi. Merci, c'est très intéressant.
Corentin, tu as une question? C'est effectivement un sujet qui est assez intéressant et qui revient à plusieurs reprises de l'histoire. Si je dis pas de bêtises, tu vas m'éclairer, Ibrahima. Ça a été aussi ce terme qui a été donné pour la prise de la Bastille, cette histoire de pain où justement les sans-culottes redemandaient du pain pour se nourrir. C'était une métaphore, bien évidemment. Et il me semble que c'est à cette occasion que Marie-Antoinette, de par sa déconnexion sociale, avait proposé plutôt de manger de la brioche ou quelque chose. Non, ça c'est une légende, c'est une pure légende. Elle n'a jamais dit cela, elle n'a jamais dit c'est vrai, elle a jamais dit une phrase. Quand on lui a dit que ce que tu cites là, il s'était soulevé à cause de ça, de cette affaire, pas de famine, mais parce ils voulaient au départ, on peut pas tout expliquer. La Révolution française, comment te dire, Corentin, en 1789, ça a éclaté, ça a plusieurs causes. Ça peut être seulement une cause sociale. Il y a des causes politiques, il y a des causes... c'est multiple. On ne peut pas tout expliquer en une seule cause. Ouais, ce serait intéressant sur une prochaine chronique que tu puisses nous expliquer aussi toutes ces causes-là. Il y a eu la Révolution américaine. Les Américains ont pris leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Et ils ont vu que les Français ont vu que les Américains, les colons américains, grâce à notre traite d'ailleurs, ce qui a dégrévé le budget de la France, parce que la dette de la France vis-à-vis des Américains était de 1000 millions de livres, et donc ça a dégrégé le budget. Il y avait une grave crise financière. C'est pour ça que Louis XVI a réuni les États généraux au printemps 1789 pour résoudre cette crise financière. Et les députés du peuple, ils ont pris conscience de leur importance et de leur force. Ils ont vu qu'ils représentaient les 96 centièmes de la nation. Et c'est pour ça qu'ils sont programmés à l'Assemblée nationale vis-à-vis des députés de noblesse et du clergé qui n'étaient que minoritaires. C'est comme ça que la Révolution a éclaté. Et la reine n'a jamais dit s'ils mangent du pain, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Ça, c'est une pure légende. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit... Mais elle était, c'est vrai, peut-être dans sa tour d'ivoire, mais ce qu'il faut expliquer... On va tranquillement aller vers la fin de ta chronique, Ibrahima. Je vous termine juste une petite phrase à terminer. On peut même dire que, insidieusement, la Révolution française a éclaté à cause de l'impuissance du roi. Dans le sens où Louis XVI avait posé Marie-Antoinette à 16 ans, elle avait 15 ans, en 1770. Et il a mis 7 ans à honorer sa femme. Parce qu'il y avait un problème au niveau du phimosis. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, une déformation au niveau de ses parties. Le peuple se moquait. Le peuple disait si chacun se monte tout bas, le roi peut-il, ne peut-il pas? Je peux vous dire que les rôles étaient inversés. Parce que le roi, il représente la puissance. L'État, c'est représenté par le roi. Le roi, c'est la puissance même. Et le fait qu'il ne puisse pas honorer sa femme, le peuple se dit tout est inversé. Puisque le roi n'a plus de puissance, il est impuissant, c'est nous, le peuple, de prendre cette puissance que le roi n'a pas, insidieusement. Et quand Louis XVI, comme il n'arrivait pas à honorer sa femme refusait elle était nerveuse, elle voulait le pouvoir. Alors Louis XVI, il cédait tout, il cédait à ses caprices, il faisait des jeux, il réglait toutes ses dettes de jeu, le pharaon, plein de jeux d'argent, et le roi payait tout. Parce qu'il savait que pour satisfaire sa femme sur ce plan-là, il pouvait pas la satisfaire sur le plan sexuel. Alors il disait je te cède tout ce que tu veux, des châteaux, des terres, ce que tu veux, mais pas de Ferrari à l'époque. Merci beaucoup Ibrahima de nous apporter toutes ces connaissances. Peut-être on pourra approfondir ça en effet à la rentrée. Toi, est-ce que tu penses continuer les chroniques sur la prochaine saison? Ah oui, largement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 1789 n'a pas qu'une seule cause. Ça n'a pas qu'une seulement une cause sociale ou liée à la... C'est vrai, il y avait eu l'hiver 1788-1789 a été un des hivers les plus rudes. Les moissons... le prix du blé a été plus fort parce que les moissons, la Seine a été gelée pendant très longtemps. Il a fait presque moins 20 dans plusieurs régions et voilà c'est pas qu'une cause très bien. Merci beaucoup Ibrahima encore pour cette chronique et on va continuer l'émission avec la deuxième partie de la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale.
lorsqu'on a préparé l'émission, on a discuté donc de la chaleur, quel impact ça pouvait avoir. On a discuté de ça sur la première partie et ensuite, en creusant un peu, on s'est questionné sur l'éco-anxiété, l'anxiété que ça pouvait créer, en fait, ces changements, ces bouleversements climatiques. Et je crois que voilà, vous étiez intéressé pour échanger à ce sujet-là. Moi, j'ai une anxiété particulière vis-à-vis de cette question, notamment sur la productivité. La productivité personnelle, être au taquet, comprendre tout du premier coup, être efficace, on va dire ça comme ça. J'ai tendance à beaucoup larver ou en tout cas ne plus voir trop le temps passer. Et cette productivité-là, malheureusement, elle peut impacter pour ceux qui ont un emploi, du coup, leur activité, créer des conflits, des choses comme ça. Et tout découle en fait de cette appréhension-là. C'est la peur de sortir chez soi, de se confronter à des situations qui amènent plus de difficultés encore que simplement d'exister par cette chaleur-là. Et c'est vrai que là, l'appréhension de ce qui m'attend du coup sur les semaines prochaines au travail est assez importante vis-à-vis de ça, quoi. J'espère que je vais pas cramer, quoi. Ok, moi je pense plutôt comment on dit, écophobie, éco-anxiété. Éco-anxiété, c'est plus la peur de ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans. Par rapport à l'écologie. Moi, je suis née dans les années 80. Merci, je suis pas toute jeune. Et déjà, on nous expliquait que ça allait être de plus en plus chaud. Je me souviens d'un été en 1989, j'habitais en région parisienne. Il faisait tellement chaud que les Parisiens étaient dans les fontaines du Trocadéro. Cet été-là, je vous assure, il faisait 28 degrés. Je vous assure que c'est vrai. Le fait ensuite on a vécu 2023, j'étais déjà adulte, où on a eu un été qui a été 2003, oui, pardon, j'ai dit quoi? 2023. Ouais, 2003. 2003, on a connu un été où finalement il faisait que 37. Il faisait que 37 et on a été cuit, il y avait la clim nulle part, on a été très anxiété. Ensuite, on a vécu comme ça, on a 2023, c'était il y a quelques années aussi où on a vécu un été particulièrement chaud. Et là, en fait, c'est le fait que, tu vois, tout ce qui est c'est cette accélération et cette peur de ce qui va arriver. Je pense que c'est plutôt ça, l'éco-anxiété. Oui, en effet, les schémas météorologiques du climat nous le disent de toute manière. En fait, avant les années 2020 à peu près, les épisodes caniculaires, c'était extrêmement rare. Et maintenant, ça va devenir la norme. Maintenant, tous les étés, il fera 40. Et de toute manière, avec les gaz à effet de serre, parce que, voilà, petite base, pourquoi il fait aussi chaud, voilà, en fait, c'est en fait le CO2 principalement, mais il n'y a pas que le CO2. C'est des gaz qu'on appelle à effet de serre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dans l'atmosphère et en fait, les rayons du soleil qui vont traverser l'atmosphère vont rebondir sur la Terre et vont rebondir sur ces molécules. Et les rayons du soleil qui arrivent de l'univers vont rebondir aussi sur cette molécule. Et en fait, ça va faire comme une serre. Donc, ça va se rebondir en dessous. Il y a une partie qui va être rejetée dans l'univers, ce qu'on appelle l'albédo. Et en fait, cette accumulation, plus il y a d'accumulation de CO2 et molécules analogues, plus il va avoir en fait cet effet de serre et ça va avoir une conséquence que en fait la température globale moyenne de la Terre, donc qui était avant le siècle dernier, c'était autour de 13-14 degrés. Maintenant, on est plus vers les 15-16. Donc, ça a augmenté de quasi 2 degrés. Et ça, ça a des répercussions sur la totalité de la Terre. Et ça, ça a des répercussions sur tout l'écosystème, sur tous les biomes. Et c'est très compliqué à expliquer, c'est très long. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais en gros, voilà. Le CO2, on parle surtout de lui parce qu'il s'accumule en fait et il n'est pas éliminé parce que par exemple il y a les ozones ou le méthane et tout qui sont aussi à effet de serre mais ils se désagrègent.
alors que les CO2. Mais en gros, là où je voulais en venir, c'est que en fait, plus on a relâché depuis l'ère industrielle, on a relâché énormément de gaz à effet de serre. Ça se compte en millions, voire milliards de tonnes. Et aujourd'hui, en fait, on paye les frais de la pollution qu'il y a eu au XXe siècle et au XIXe. Et je vais te laisser parler après. Mais en gros, c'est là où l'éco-anxiété, c'est que aussi, en fait, les schémas météorologiques de prévision, le GIEC par exemple, qui est le groupe mondial qui gère ça, en fait. Étudie plutôt que gère. Oui, étudie, oui. Oui. Oui, il étudie, il fait des rapports C'est ça, ils font des régulièrement rapports, et il alerte sur cette situation. Et il avait prévenu depuis vraiment, sincèrement, des décennies en fait. Oui. Et l'éco-anxiété, c'est les personnes qui sont conscientes de ces phénomènes-là et qui angoissent à l'évolution de ce climat-là. Puisqu'il y a certains schémas qui vont parler d'augmentation de l'épidémie, ou voire même de la fin de l'humanité, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a une augmentation des épidémies, effectivement, une augmentation des catastrophes naturelles, Ouais. les canicules. Les canicules, mais aussi les froids intenses. La fonte des glaces. Ouais. Ouais. La perte de l'écosystème, des animaux et des plantes qui meurent en fait et des espèces entières qui vont mourir. Et on passe aussi à une extinction, on parle d'extinction au niveau des animaux et des végétaux qui est comparable à ce qu'on a vécu avant, quoi. Ibrahima ? Oui, il paraît même que les Pays-Bas et les îles Britanniques ne seront pas à leur niveau, quoi. Ils ne seront pas inondés, mais... Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que toi, tu es anxieux de ça ? Parle bien devant le micro. Ah oui. Oui et non. Oui, enfin, ça m'inquiète un peu. Et non, parce que je me dis, j'ai ma foi, donc je me dis, le Seigneur laissera pas faire ça. Ok. Moi, par exemple, je suis anxieuse de ça depuis que je suis toute petite. Depuis qu'on m'a expliqué ces phénomènes-là et on me l'a expliqué en primaire, ça a été une des grosses angoisses. Ça fait partie de mes angoisses quotidiennes, quoi. J'entends ce côté puisqu'on traverse une période qui est franchement difficile à supporter en France. Mais je suis en relation du coup avec des personnes qui sont outre-Atlantique, en Canada notamment, où ils me disent qu'ils ont froid actuellement. Il fait 16 degrés aussi. Ouais. Et la question que je me pose du coup, c'est comment la société va s'adapter par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura des périodes d'immigration où on devra s'adapter forcément pour déserter, notamment la France, pour rejoindre ces coins-là? Et socialement, comment l'humanité va s'adapter par rapport à ça? Est-ce qu'on va vouloir toujours conserver cette productivité, cette consommation qui accélérera le problème, ou est-ce qu'on arrivera à ralentir sur ces périodes-là? Moi, c'est plutôt ça l'inquiétude que j'ai. Est-ce que l'humain sera assez intelligent à un moment donné pour comprendre déjà ce qu'il a engendré et puis faire ce qu'il faut faire après, quoi, et continuer à vivre? Il faut savoir que tout organisme vivant a des capacités adaptatives exceptionnelles, notamment celles de l'être humain. Mais à un moment donné, nos capacités adaptatives, Aude en parlait, il y a 40 ans, on supportait à peine les 28, 20 ans après, on supportait à peine les 37, aujourd'hui, on supporte à peine les 40, 45. Ouais. Donc, on a bien vu une capacité adaptative exceptionnelle. Sauf que là, maintenant, aujourd'hui, ça va trop vite et nos organismes n'ont plus le temps de s'adapter. Donc, effectivement, tous au Canada. Et puis, moi, ce qui me stresse aussi, c'est les gros bouffons climato-sceptiques comme Trump et tout qui détruisent tous les fonds alloués au climat. Et bon, voilà. Eh ben, quel beau mot de conclusion. Trump est un gros bouffon, je crois que c'est ça. C'est pas un scoop, hein. C'est pas un scoop. Si tu nous entends. Hein, Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les îles Britanniques et les Pays-Bas, quoi. Il reste que très inondé. Moi, j'ai une solution à vous proposer pour regagner du sourire. C'est la chronique atypique de Jérôme
qui cette semaine n'est pas atypique, mais tout en surprise. C'est donc le temps des intérêts spécifiques. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non, j'ai intérêt de donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce? Yes! Parle-nous de ton intérêt spécifique. Bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vous propose pas une chronique, mais tout autre chose. J'ai décidé, pour cette dernière émission avant les vacances d'été, de vous proposer un extrait de mon premier roman, Simon et les fous de bassin. Cela permettra peut-être à ceux qui ne me connaissent pas de me découvrir et ainsi d'avoir envie d'acheter ce livre. À ceux qui ont acheté le livre, d'avoir envie de le lire, et à ceux qui l'auront lu, d'avoir envie de me faire part, ou pas, de leur ressenti, bon ou mauvais, après lecture. Alors quoi de mieux pour présenter un récit que de commencer par le début. Chapitre 1, Simon. Tout le monde trouvait à dire que Simon était différent. Sa famille, ses proches et toutes les personnes qui étaient appelées à le côtoyer. Mais c'est surtout à l'école que l'on pouvait véritablement s'en rendre compte, car il n'avait pas du tout le même comportement que ses petits camarades. Il agissait différemment, il raisonnait différemment, et surtout, il parlait très peu. De ce fait, il se retrouvait souvent tout seul, et la plupart du temps, c'était de sa propre volonté. De toute façon, dans cette ambiance quelque peu hyperactive, son mutisme apparent n'intéressait personne et n'attirait pas grand monde, il faut bien le reconnaître. Dans la classe, il était installé devant le bureau de la maîtresse et il n'avait pas ou peu de contact avec son voisin du pupitre. Dans la cour de récréation ou au réfectoire, il privilégiait également la solitude. Même le soir, quand il rentrait chez lui, ses parents ne semblaient plus trop se préoccuper de lui, tellement ils étaient accaparés par leurs tâches respectives. Ils considéraient certainement que leur petit garçon avait grandi et qu'il n'avait plus autant besoin d'eux pour se débrouiller. Simon en avait pris l'habitude et il avait fini par s'en accommoder. Il s'était créé son petit univers dans lequel il se plaisait à évoluer, jusqu'à ce qu'on vienne l'en déloger à l'heure du repas. « Simon, à table !» entendait-il alors. Cette voix familière qui venait du salon le sortait de sa rêverie et l'invitait à descendre rejoindre ses parents pour partager un moment en famille autour du repas. Mais là non plus, il n'y avait plus beaucoup d'interaction avec ses parents, plus beaucoup de communication. Le dîner, depuis quelque temps maintenant, se passait dans un silence religieux. Personne ne s'intéressait plus à personne. Cet instant en famille, qui aurait dû être un moment d'échange et de partage, sombrait inéluctablement dans une monotonie qui paraissait normale tellement elle était devenue habituelle. Seuls les couverts, heurtant les assiettes ou les plats, et la télévision qui crachait quelques banalités, avaient apparemment quelque chose à dire. À la fin du repas, chacun retournait à ses occupations. Sa maman débarrassait la table et lavait la vaisselle, et son papa lisait le journal dans son fauteuil, en silence. Simon observait cette scène et on sentait bien, à son attitude, qu'il ne trouvait pas cela très agréable. Il retournait alors dans sa chambre pour y retrouver son univers, seul. Il n'avait ni frère ni sœur, et bien que cela pouvait l'affecter à certains moments, il appréciait la plupart du temps sa simple compagnie. Quand venait le moment de se coucher, ses parents venaient l'embrasser, mais toujours en silence. Parfois, il demandait qu'on lui raconte une histoire, et c'est la plupart du temps sa maman qui prenait un plaisir non dissimulé à le faire. Puis Simon s'endormait, alors très interrogatif. « Est-ce à cause de moi que les gens deviennent muets? Personne ne parle en ma présence, ce n'est pas normal. » Parce que Simon était certes différent, mais pour autant, il se rendait bien compte de ce qui se passait autour de lui. On peut même dire que sa conscience était si prégnante qu'elle lui permettait de réaliser à quel point ce monde dans lequel il devait évoluer n'était pas très joli, pour ne pas dire malade. Et c'est bien pour cela qu'il s'en protégeait en se créant ce petit monde parallèle dans lequel il se sentait en sécurité. Il avait été diagnostiqué autiste Asperger très jeune lorsque ses parents s'étaient inquiétés de son comportement non communicant et de son évolution cognitive très difficile. Est-ce pour cela qu'il n'avait pas eu d'autres enfants? Aurait-il eu peur que l'histoire se répète, que vienne au monde un autre enfant autiste, avec toutes les difficultés que cela implique pour les parents, et la culpabilité d'imposer un tel supposé malheur vécu pour l'enfant? L'histoire ne le dit pas,
Mais une chose est sûre, Simon n'était pas malheureux, et il vivait même très bien cette différence qui lui permettait de justifier naturellement ce recul qu'il considérait comme tout à fait essentiel sur le monde qui l'entourait. Il avait 10 ans depuis peu, mais il ne voulait pas grandir, car l'univers des adultes lui faisait peur. Tant de haine, de mensonges et de tristesse émanaient de ce monde qu'il priait souvent très fort pour pouvoir rester un petit garçon. Même les jeux de ses petits camarades dans la cour de récréation l'effrayaient, tant ils avaient tendance à singer le monde des adultes. Comme si, inconsciemment, par mimétisme, il se préparait à l'intégrer. Il préférait donc rester à l'écart, sans faire de bruit et sans se faire remarquer. Le prix à payer étant cette solitude qu'il devait accepter. À part lui et sa conscience, il n'y avait personne dans son univers, et les autres ne s'en souciaient apparemment pas. Personne, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait bien quelqu'un qui, depuis quelque temps, avait osé rentrer dans cette bulle d'intimité que Simon s'évertuait à maintenir vierge de toute intrusion malveillante ou malvenue. Il protégeait fermement son univers comme un petit soldat qui tient un siège, et il ne laissait personne s'y introduire. Et lorsque quelqu'un osait braver l'interdit et commettre un véritable sacrilège en franchissant l'invisible frontière, Simon se cachait la plupart du temps derrière un profond mutisme, si bien qu'il était très difficile, voire impossible, de rentrer en contact avec lui. C'est pourtant l'exploit que Charline, l'une de ses camarades d'école, avait accompli. À force de patience et de persévérance, elle avait réussi à créer un contact et à gagner la confiance du jeune garçon. Il avait fini par sentir de la bienveillance et de l'empathie, là où il n'y avait d'habitude que de la moquerie blessante ou de la curiosité malsaine. Charline appréciait beaucoup sa compagnie, et elle venait régulièrement rompre sa solitude. Le sourire qui illuminait le visage de Simon dès qu'elle s'approchait de lui prouvait, si cela était nécessaire, combien sa présence le rendait heureux, et lui faisait du bien. Rien de plus normal, me direz-vous. Pourquoi n'aurait-il pas le droit, lui aussi, d'avoir une amie, un ami, des amis, sous prétexte qu'il est différent? Différent de quoi? Différent de qui? Qui pourrait être ainsi au-dessus des autres pour juger qu'un tel est différent? Et pourquoi serait-ce lui qui serait différent et pas les autres? Pourquoi ce n'est pas lui dans la norme et pas les autres? Parce qu'il est seul et qu'ils sont si nombreux, comme disait Francis Cabrel dans une de ses fameuses chansons. Et pourquoi serait-ce le nombre qui ferait la norme? Et d'ailleurs, pourquoi y aurait-il des normes? Tant de questions qui restaient malheureusement sans réponse. Charline était une petite fille pleine de vie et avec un caractère très affirmé. Elle n'hésitait pas à quitter son cercle de copines pour venir passer un moment avec son amie, et elle se moquait bien de ce que pouvaient dire les autres. Lorsqu'elle le rejoignait, Simon l'écoutait toujours avec plaisir raconter ses histoires de petite fille, sans jamais l'interrompre. Il ne parlait pas souvent pour ne pas la couper dans son élan, mais cela ne dérangeait pas Charline, qui aimait monologuer avec lui, parce qu'elle sentait qu'il prenait plaisir à partager ses moments avec elle. Ce jour-là, pourtant, Simon prit la parole et la coupa presque à Charline, qui, en général, ne s'arrêtait de parler que pour reprendre sa respiration. « Dis-moi, Charline, est-ce que tes parents discutent entre eux à la maison ?» Elle fut surprise par cette question. Elle n'avait pas l'habitude de voir Simon prendre la parole, et l'air grave qu'il affichait soudainement sur son visage montrait à quel point cela semblait le tourmenter. « Oui, parfois, répondit-elle un peu étonnée. « Il discute avec toi aussi, insista-t-il avec des trémolos dans la voix, comme s'il craignait la réponse de Charline. Ayant peur de faire une gaffe et de blesser son amie, elle hésita un moment avant de répondre. « Bien sûr, répondit-elle timidement, avec cette petite voix douce qui la caractérisait et qui semblait faire du bien à Simon. Parce que chez moi, depuis pas mal de temps maintenant, personne ne se parle plus. Je n'aime pas quand les gens ne se parlent plus. »« Vraiment? Mais c'est terrible !» lâcha-t-elle avant de réaliser que ce terme excessif pouvait avoir sur lui un effet extrêmement anxiogène. « C'est terrible, surtout que j'ai l'impression que c'est à cause de moi. »« Comment peux-tu dire une chose pareille, Simon? Ce n'est pas à cause de toi, c'est juste que tes parents doivent être un peu comme toi. Ils n'aiment pas beaucoup parler, c'est tout. Sauf qu'avant, ils parlaient un peu quand même, et maintenant, plus rien. » C'est à ce moment-là que la cloche de l'école vint mettre fin à cette discussion, et les enfants, comme par hypnotisme, s'arrêtèrent de jouer dans la cour, et rejoignirent leurs classes respectives. Simon paraissait rassuré, mais il l'était plus par le fait d'avoir réussi à en parler à Charline que par la réponse apportée. Ils ne purent continuer à échanger, car ils n'étaient pas dans la même classe, mais il est clair que maintenant que le sujet avait été évoqué entre les deux amis, ils reviendraient naturellement dans leur discussion.
Style FM. Style FM. À Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89. Tu coupes nos micros. Oui, pardon. Désolé, pas de problème. Eh bien, on est de retour brutalement. Mais merci, Jérôme, d'avoir lu ce texte-là. Ça fait vraiment plaisir. Et je crois aussi que tu as un autre livre qui va bientôt paraître. Oui, il était important pour moi de vous présenter Simon et Charline, qui présentent avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour le monde et la bulle autistique dans laquelle nous tous nous sommes trouvés étant enfants. Et voilà, c'est un livre qui fait du bien, qui met du baume au cœur, je trouve. Donc si vous voulez le découvrir, il n'y a pas de souci. J'ai également la joie de vous annoncer à vous tous, auditeurs, auditrices de notre petite émission, la sortie prochaine de mon prochain livre. Et j'en suis pas peu fier parce que j'ai galéré pendant 1 an avant de trouver un nouvel éditeur, puisqu'il s'agit d'un roman policier et que mon éditeur ne mange pas de ce pain-là. Donc il m'a fallu trouver un autre éditeur. Et voilà, c'est fait. Et je suis très heureux de vous annoncer que en mars-avril sortira mon prochain livre. Cool, super. Bon, on donnera des nouvelles sur cette émission de radio le jour de la sortie. Et on vous présentera le bébé. Ouais, voilà. Merci Avec beaucoup. du bain. Le moment qui pleure pas, ça me va. On arrive à la clôture de l'émission, le moment de nous dire au revoir pour cette 2e saison et peut-être à bientôt pour une 3e. Ouais. À bientôt dans l'émission. Si nous n'avons pas fondu d'ici là. J'espère vous revoir très prochainement et prenez bien soin de vous avec ces chaleurs. Prenez soin de vos anciens, allez les visiter si vous en avez et prenez soin de votre famille aussi et de vos amis. Et bon vent à Tristan. Au revoir. Et bon vent à Tristan aussi. Et beaucoup de réussite et beaucoup de bonnes choses. Merci. Je tenais à remercier du coup tout ce qui est mis en place pour que cette émission puisse avoir lieu. Pouvoir donner la parole à ceux qui ont besoin de s'exprimer, c'est un peu donner vie à des idées, à l'existence de certaines personnes à travers ces témoignages, ces capsules, ces projets, ces expériences et je trouve ça assez capital aujourd'hui de pouvoir parler de ces sujets-là à cœur ouvert et d'être pleinement qui on est avec ce qu'on a à proposer. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous, merci aussi à Style FM de nous diffuser encore. En septembre, ils nous ont proposé qu'on aille faire la première émission directement dans leurs locaux, ce qui est une super expérience pour nous tous, nous toutes. Donc merci aussi pour ça. Eh bien, bon été à tous et puis on vous dit à la saison prochaine. Sur la même longueur d'onde. Style FM. Style FM. À Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne.